Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. Je me présente, je m'appelle Raphaël Roucou et je suis l'animatrice de ce webinaire de l'ABI. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement des outils mis à votre disposition si vous souhaitez interagir. À droite de votre écran, vous avez deux modules, chat et questions. Sur le chat, vous pouvez échanger librement pendant toute la durée de la présentation. Nos équipes de l'ABI sont en coulisses et seront ravies de vous accompagner sur ce support. Et dans le module questions, vous pouvez interroger nos spécialistes qui vous répondront individuellement. À la fin de ce webinaire, d'ailleurs, nous reprendrons et traiterons en live les questions les plus fréquemment posées. Il est temps de commencer. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Delsignor, chef de marché de la gamme lieux publics chez de l'ABI. Bonjour Guillaume. Bonjour Raphaël. Bienvenue. Dans le premier webinaire, nous avons vu ensemble tous les avantages de la chasse sans réservoir pour les lieux publics. Aujourd'hui, vous vous engagez à expliquer en moins de 30 minutes comment réaliser une installation. Ma première question est très simple. Moins de 30 minutes, vraiment ? En fait, oui, on n'aura aucune difficulté à s'y tenir parce que la chasse sans réservoir, c'est un système qui est très simple. 30 minutes, ce sera largement suffisant pour comprendre tous les concepts et les calculs à réaliser. Notre ambition, c'est que les spectateurs, vous qui nous regardez, vous repartiez avec une compréhension technique suffisante pour être autonome. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous, s'il vous plaît, resituer ce dont nous parlons, Guillaume ? Avec plaisir. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de chasse d'eau pour les WC. Quand on regarde sur le terrain, aujourd'hui, il y a deux technologies qui s'opposent. D'un côté, on a la chasse avec un réservoir d'eau, et de l'autre, le système fabriqué par de l'ABI, qui est la chasse sans réservoir. Celle-ci fonctionne avec la pression du réseau d'eau potable. Nos spectateurs la connaissent souvent sous un autre nom, c'est la chasse directe. Pardonnez-moi Guillaume, vous dites deux systèmes qui s'opposent. En vérité, le match est gagné, c'est de la chasse avec réservoir que l'on voit un peu partout. Oui, vous avez raison, mais si je veux être un petit peu taquin, en fait, ce qu'on voit surtout partout, c'est des fuites d'eau potable. Dans les bureaux, dans les écoles, dans les commerces et aussi dans les hôpitaux, si on est un petit peu attentif, on peut voir à quel point les fuites sont absolument partout. Le gaspillage est immense. Et je ne redirai jamais assez, on parle d'eau potable, donc précieuse. Vous exagérez un peu, non ? Vous croyez ? Regardons quelques chiffres. La Société Wallonne des eaux estime qu'une petite fuite d'eau dans un réservoir, c'est 600 litres d'eau par jour, en moyenne. 5 WC qui fuient, par exemple dans un cinéma, ce qui est tout à fait possible, c'est plus d'1 million de litres d'eau en une année, pour rien du tout. Dans un contexte où on a des sécheresses à répétition, vous ne croyez pas que cette eau elle pourrait être mieux utilisée ? Et là, on parle de 5 WC qui fuient. Combien y en a-t-il, selon vous, en Belgique et au Luxembourg ? On peut penser qu'il y en a des centaines de milliers, peut-être même des millions. Merci pour cette précision. Je rappelle à nos spectateurs que le replay du premier webinaire sur la chasse sans réservoir aborde toutes les questions de préservation des ressources dans les sanitaires publics. Le lien sera mis à disposition dans le chat. Revenons à notre sujet, la technique. Qu'est-ce qui différencie une installation de chasse avec réservoir d'une installation sans réservoir ? Alors, la chasse avec un réservoir, elle fonctionne par gravité. De l'eau est stockée immobile au-dessus de la cuvette dans un réservoir et quand l'utilisateur appuie sur le bouton, le stock d'eau est déchargé très rapidement dans la cuvette. Et la chasse sans réservoir ? Alors là, c'est différent. On a un mécanisme de chasse qui est sous pression, la pression du réseau d'eau potable, et quand l'utilisateur appuie sur le bouton, c'est cette pression qui rince la cuvette. La conséquence, c'est que la chasse qui va avoir lieu, elle est puissante et toujours disponible. Finalement, assez traditionnellement, c'est cette efficacité de rinçage qui est très appréciée dans les lieux publics, là où un autre des enjeux, hormis les fuites, c'est l'hygiène. Alors, qui dit chasse plus puissante raccordée directement au réseau, dit plus gros tuyaux de raccordement. Je me trompe ? Non, en fait, vous avez parfaitement raison. J'allais justement y venir. Aujourd'hui, pour une chasse avec réservoir, on a des diamètres d'alimentation en 3/8 ou 1/2. Ce qui permet de pouvoir mettre des tuyaux très petits, c'est qu'on joue sur le temps de remplissage du réservoir. Il faut, pour remplir un réservoir, en moyenne 45 secondes.
Il arrive souvent que le tube soit trop petit ou que la pression soit faible, et dans ces cas-là, c'est le temps de remplissage qui s'allonge. On a souvent des discussions avec nos amis installateurs et ils nous disent qu'ils interviennent très fréquemment chez les clients qui se plaignent d'avoir des réservoirs qui mettent beaucoup de temps à se remplir. C'est classique. Pour la chasse sans réservoir, au contraire, pas de temps de remplissage. Mais il faut être en mesure de fournir assez d'eau et à une bonne pression sur un temps court pour assurer ce rinçage efficace. C'est ce qui fait qu'effectivement, on a besoin d'un tuyau qui est légèrement plus gros. C'est très clair. La question de la rampe d'alimentation a l'air d'être très importante pour les concepteurs et les installateurs. Oui, la question du dimensionnement, finalement, c'est la question qui se pose aux prescripteurs et qui parfois peut les faire encore un peu hésiter à installer cette chasse sans réservoir. En fait, c'est un débat qui est tranché depuis très longtemps, tant le système avec le réservoir est complètement inadapté aux contraintes des sanitaires qui reçoivent du public. À cause des fuites. Je vois que vous m'écoutez bien, mais pas uniquement. Un réservoir avec de l'eau immobile dans des établissements qui sont souvent fermés le week-end ou pendant les vacances d'été, ça veut dire que c'est un milieu idéal pour le développement bactérien. C'est vrai qu'on y pense peu, mais en Flandre, il existe l'arrêté du gouvernement flamand du 9 février 2007 qui est relatif à la prévention de la légionellose. En Wallonie, les arrêtés concernent des conditions d'exploitation pour les piscines. Ces arrêtés prévoient des mesures très précises à prendre en cas de présence de légionelle. Les maîtrises d'ouvrage et les exploitants doivent s'engager dans une démarche d'amélioration de la qualité de leur eau. Or, la chasse sans réservoir, c'est, pour les WC, un moyen qui est parfaitement efficace pour éliminer l'eau en stagnation et donc cette source de développement bactérien. Vous avez peut-être déjà, vous Raphaël ou nos spectateurs, fait cet exercice quand vous ouvrez un réservoir de WC, chez vous ou ailleurs. Vous pouvez voir à l'intérieur qu'il y a un niveau de saleté important et qui ne correspond pas du tout au niveau d'hygiène qu'on souhaiterait avoir dans des lieux collectifs, et encore moins quand on pense à des lieux collectifs sensibles comme les hôpitaux. Vous conviendrez avec moi qu'il est dommage de se priver d'un système qui lutte efficacement contre la prolifération bactérienne pour une simple question de diamètre de tuyau. Et puis aussi, il y a les fuites, bien sûr. Ah. Tout cela pour dire quoi ? Tout cela pour dire que oui, la chasse sans réservoir s'alimente avec un tuyau un peu plus gros, mais que pour les lieux publics, c'est impossible de faire l'impasse, c'est indispensable. De la même manière que le chauffage ou la climatisation, on peut s'accorder sur le fait que l'installation sanitaire dans les lieux publics est différente de celle des logements. Il n'y a aucune raison de faire la même chose pour les deux. En fait, la chasse sans réservoir permet d'éviter le développement bactérien, d'améliorer l'hygiène et d'éviter les fuites, bien sûr. On parle beaucoup d'écologie. À l'heure de l'écologie, des outils de mesure tels que le gros et de la sobriété des bâtiments en général, il n'est plus du tout envisageable de laisser la chasse fuir sans s'en occuper. On l'a vu, on en a discuté, en Flandre comme en Wallonie, la réglementation se renforce et les objectifs de baisse de consommation sont de plus en plus exigeants. Nous allons maintenant rentrer dans le cœur de la technique qui nous intéresse aujourd'hui. Comment bien réaliser une installation de chasse sans réservoir ? Est-ce que ces installations sont, par exemple, encadrées par une réglementation ? Alors non, ces installations ne sont pas réglementées. Par contre, la chasse sans réservoir est un cas d'installation qui est prévu par la DIN, la norme DIN 1988-300. Pour rappel, la DIN 1988-300 est un document technique de référence qui centralise des règles de conception pour le dimensionnement des conduites de distribution d'eau. Buildwise, précédemment le CSTC, recommande depuis une dizaine d'années l'usage de la DIN 1988-300 en ce qui concerne les calculs de débit. Guillaume, pouvez-vous nous expliquer comment bien suivre la DIN, donc 1988-300, de façon concrète ? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est important de comprendre avant toute chose, avant de se rentrer dans la DIN, c'est le résultat que l'on recherche. Ce qu'il faut faire pour avoir une chasse qui fonctionne bien, c'est l'alimenter avec suffisamment d'eau et à bonne pression sur un temps court pour assurer le rinçage efficace. Les systèmes sans réservoir de l'habit ont besoin, pour fonctionner, d'être alimentés par un tube de diamètre 20 intérieur, minimum, et à une pression d'1 bar dynamique. C'est cela qui va conditionner l'application de la DIN et le dimensionnement du réseau en amont. La pression dynamique ? Oui,
Alors, en plomberie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue deux types de pression. D'un côté, on a la pression statique, qui concerne la pression de l'eau lorsqu'elle est immobile ou s'écoule lentement. Et de l'autre, on a la pression dynamique, qui est liée à la force générée par l'écoulement rapide ou turbulent de l'eau dans les tuyaux. Pour qu'une installation fonctionne bien, il faut que le concepteur maîtrise les deux. Merci. Sur notre sujet, vu que les installations dans les lieux publics ont souvent de nombreux WC, il y a la crainte de devoir installer de très gros tuyaux pour que ça fonctionne, j'imagine. Oui, alors c'est une crainte qu'on a régulièrement dans nos discussions avec les professionnels. Finalement, ça relève plus de l'idée reçue. Vu que la chasse est puissante et que dans le passé, le tube de chasse était souvent apparent à l'extérieur du mur, la chasse en réservoir a souvent cette image de gros tuyaux. En réalité, par l'innovation, on est parvenu à réduire fortement les débits nécessaires pour alimenter ces robinets de chasse. Aujourd'hui, les systèmes les plus vendus chez Delaby, comme la chasse Tempoflux 3, sont alimentés par un diamètre intérieur de 20, là où il y a quelques décennies, on allait sur des diamètres de 32 mm. En plus des améliorations techniques réalisées par Delaby, la DIN 1988-300 donne une formule avec notamment des facteurs qui vont varier en fonction du type de bâtiment et qui vont permettre de réduire très significativement le diamètre des colonnes montantes et horizontales. En clair ? Oui, pardon pour ce jargon. En clair, cela veut dire que la DIN 1988-300 part du principe que toutes les chasses fonctionnent rarement en même temps. On dimensionne le réseau pour alimenter moins de WC que ce qui est installé en réalité. Pour faire simple, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Une chasse sans réservoir ne fonctionne que quelques secondes. Quand vous en avez plusieurs, c'est peu probable qu'elles fonctionnent tout en même temps. Et on adapte le réseau à ce fait. Pour les réservoirs, c'est l'inverse. Vu qu'un réservoir met 45 secondes à se remplir, on peut comprendre que quand il y en a plusieurs, il est très probable qu'il y en ait plusieurs qui soient en train de se remplir au même moment. En plus de prendre en compte ce fait, la DIN prend en compte le type de bâtiment dans lequel l'installation est prévue. D'accord. Alors, pouvez-vous illustrer ce à quoi vous faites référence ? Oui, je vous donne un exemple concret. Pour alimenter dans un immeuble de bureau 10 chasses sans réservoir, la formule que l'on retrouve dans la DIN 88-300 nous donne un débit corrigé de 1,48 litres par seconde. Au final, c'est comme si on ne tenait compte que de 2 chasses sans réservoir qui fonctionnent en même temps. Très bien. Vous n'avez pas d'autres choses à ajouter par rapport aux sanitaires en général et à leur débit ? On en a discuté auparavant. Je voulais vous parler de l'utilisation des systèmes Delaby en général. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on utilise des systèmes Delaby, pas uniquement pour les WC, mais pour des lavabos, urinoirs et douches, on peut optimiser le dimensionnement du réseau. Comment ça fonctionne ? En fait, en utilisant des robinetteries économes, on a besoin de moins de débit et donc on réalise d'un côté des économies d'eau, ce qui est très bien, mais aussi de l'autre côté, on évite les dimensionnements excessifs. Pour illustrer encore une fois, si on veut prendre un exemple, prenons celui de la douche. Là où une douche domestique offre un débit entre 12 et 15 litres par minute, une douche Delaby est à 6. En bout de ligne, une fois qu'on fait le calcul de dimensionnement des canalisations, c'est bien toute l'installation que l'on prend en compte et pas uniquement la chasse. Donc vous voulez dire qu'en installant des robinetteries économes en débit d'eau, on réduit la taille des canalisations ? C'est exactement ce que je veux dire. D'un côté, on a la chasse sans réservoir qui a certes besoin d'un diamètre un peu plus gros, mais de l'autre, quand on choisit des robinetteries Delaby, on a des robinets de lavabo, de douche et d'urinoir qui, elles, ont besoin d'un diamètre plus faible. L'impact final sur la rampe d'alimentation est en fait pas si grand que ça. Alors, pour revenir à nos WC, vous avez parlé de débit corrigé de 1,4 litres seconde pour alimenter 10 WC. Comment passe-t-on de ce débit corrigé à un diamètre de tuyau ? Oui, c'est toute la question de comment passer de ce débit au diamètre. Donc, pour calculer le diamètre, on va prendre en compte la vitesse de l'eau dans l'installation. Avec le débit total et la vitesse de l'eau, il y a des formules mathématiques qui permettent de calculer le diamètre de la rampe. Et pour simplifier, on utilise l'ABAC de Darriès. La quoi ? L'ABAC de Darriès. Alors, qu'est-ce que l'ABAC de Darriès ? C'est une représentation graphique qui lie plusieurs paramètres de l'installation. En connaissant 2 paramètres,
typiquement le débit et la vitesse, on peut déduire les autres. Ici, on connaît le débit et on connaît la vitesse. En traçant une ligne entre ces deux données, on relève graphiquement la dimension de tuyau nécessaire et la perte de charge probable. Pour être certaine que tout le monde nous suive, peut-on travailler sur un exemple, Guillaume? Imaginons un bureau d'études qui travaille à la réalisation d'un bloc sanitaire sur un lieu de travail type bureau ou usine. Peut-on suivre ensemble les différentes étapes et calculer le dimensionnement? Oui, faisons cet exercice. Alors, pour être plus réaliste, imaginons un bureau qui aurait des lavabos et en plus des urinoirs. On a donc un bloc sanitaire avec 6 lavabos, 5 WC, 4 urinoirs. Pour notre calcul, on va diviser le bloc sanitaire en branches, donc on va calculer le débit séparément. Commençons par la branche AB. Sur cette branche, on a 6 lavabos. Les robinettes de la bille sont livrées d'usine paramétrées à 3 litres par minute, soit 0,5 litres par seconde. On fait la multiplication, on a donc 0,3 litres seconde. Ensuite, la branche BC, qui est celle des urinoirs. Les systèmes d'urinoirs de la bille ont un débit de 0,15 litres seconde, et ici, nous en avons 4. On a donc un débit pour cette branche, une fois la multiplication faite, de 0,6 litres seconde. Pour les WC, comme nous l'avons dit, le débit préconisé est de 1 litre seconde. Dans ces sanitaires, il y a 5 WC, soit la branche CD qui fait 5 litres seconde. Alors, si je vous suis bien, si j'ai bien compris, on a là le débit brut. On n'a pas encore pris en compte cette fameuse simultanéité. Oui, vous avez raison et on va y arriver. On ajoute d'abord les débits bruts des lavabos, des urinoirs et des WC. 0,3 plus 0,6 plus 5 litres par seconde. On obtient 5,9. C'est ce débit qu'on va entrer dans la formule se trouvant dans la DIN 1988-300. Pour les plus mathématiciens d'entre vous, nous allons maintenant vous montrer la formule de la DIN 1988-300 sur vos écrans. Dans cette formule, VR est la somme des débits des différents appareils sanitaires. Il faudra aussi utiliser les facteurs propres au type de bâtiment. Quand on l'applique à notre exemple, on passe d'un débit brut de 5,9 à un débit corrigé de 1,2 litres par seconde. Dans ce cas-là, on a divisé le débit brut par 5, d'où l'importance de prendre en compte cette simultanéité. Si on ne le fait pas, on s'expose à des dimensionnements fantaisistes. C'est à ce moment qu'on va utiliser la bague de Darriès, dont on a parlé tout à l'heure, pour lire le diamètre de canalisation principal. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment bien lire cette abaque? Oui, pour bien lire la bague, il faut tracer une ligne entre le débit et la vitesse. C'est les deux données dont on dispose. Dans cet exemple, on trace un trait entre 1,2 litres par seconde et 1,5 mètres par seconde. C'est la vitesse qui est utilisée typiquement par les bureaux d'études. On obtient un diamètre intérieur de 32 mm pour alimenter la totalité des appareils sanitaires. Merci beaucoup pour cet exemple qui aide, j'en suis sûre, à la compréhension et qui illustre parfaitement bien pour nos techniciens. Pour aller un cran plus loin et continuer de transmettre à nos spectateurs les clés d'une bonne installation, nous allons maintenant échanger avec Thomas Botman, Business Development Manager chez Delaby Benelux. Bonjour Thomas. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre expérience de conception avec de la chasse sans réservoir. Avant de rentrer sur les questions techniques, est-ce que vous voulez bien nous expliquer sur quel type de projet vous avez pour habitude de travailler ? Alors oui, j'ai eu l'opportunité de collaborer sur quelques gros projets hospitaliers tels que le nouvel institut Jules Bordet, donc à Bruxelles, le grand hôpital de Charleroi. Donc pour le projet du grand hôpital de Charleroi, c'est un peu plus de 1200 chasses sans réservoir qui sont installées. Et en parallèle, j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur des projets de centres aquatiques, par exemple, comme l'Aqualibi, et aussi des espaces sanitaires qu'on va retrouver dans des écoles ou dans des centres sportifs. Thomas, vous qui avez une grande expérience dans la conception des réseaux d'eau, on vient de l'entendre, avec de la chasse sans réservoir, est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est juste différent d'un système à réservoir et cela change les habitudes. Quelles sont pour vous les principales différences entre les deux conceptions ? Bon, rien de très compliqué. Donc, comme je le disais, c'est un changement dans les habitudes quant aux paramètres que l'on va utiliser pour dimensionner le réseau et qui va alimenter les chasses sans réservoir.
On différencie souvent une installation neuve où les diamètres de rampe est conçu pour accueillir de la chasse sans réservoir et une installation en rénovation où il faut se repiquer sur l'existant, sans garantie d'avoir la pression et le débit suffisant. Est-ce qu'on peut installer de la chasse directe en rénovation? Et si oui, quelle est votre expérience sur le sujet? Alors oui, il est tout à fait possible d'installer de la chasse directe en rénovation. Donc je vais vous donner un exemple concret. Récemment, j'ai été consulté dans le cadre d'une rénovation d'un sanitaire à forte fréquentation, donc dans un parc d'attractions. Alors le maître d'ouvrage souhaitait supprimer ces systèmes à réservoir et donc les remplacer par des chasses directes. Alors, dans le cadre de ce projet, il était possible de remplacer donc les tuyauteries partant de la tuyauterie mère, la tuyauterie principale vers les WC, mais donc pas de remplacement possible de la tuyauterie mère, de la tuyauterie principale. Donc, après avoir réalisé un calcul il s'est avéré, de débit, pardon, il s'est avéré que la colonne existante était suffisamment grande que pour alimenter nos chasses sans réservoir. Par contre, les tuyauteries finales, elles ont dû être correctement dimensionnées. Et donc voilà, ça rentrait parfaitement dans le cadre de ce projet. En réalité, souvent dans les collectivités, les colonnes principales, elles ont déjà un diamètre conséquent. La question du coût est une question qui revient régulièrement. On peut entendre qu'une installation avec des chasses sans réservoir coûtera un peu plus cher. Comment abordez-vous cette question? Alors, par rapport à la tuyauterie, oui, cela va coûter plus cher car en moyenne, par rapport à un réseau qui alimente des réservoirs, on va travailler avec un diamètre de tuyauterie un cran supérieur. Mais à mes yeux, ça vaut le coup parce qu'il va y avoir beaucoup d'économies donc, par la suite. On limite fortement le risque de fuite. Il n'y a pas d'eau qui stagne comme dans un réservoir, donc c'est très important, notamment dans les projets hospitaliers. Et puis on simplifie fortement la maintenance du système et on a un matériel qui est parfaitement adapté à un usage intensif. Dans la pratique, concrètement, à quels détails êtes-vous particulièrement attentif? Alors, dans la conception d'un réseau pour alimenter les chasses sans réservoir, je suis évidemment assez attentif à la pression dynamique minimale à avoir, c'est-à-dire un bar, et surtout à la rampe finale donc, qui alimente la chasse, qui doit avoir un diamètre intérieur de minimum 20. Est-ce que dans vos habitudes de travail, vous utilisez un document ou un logiciel, voire même une feuille de calcul? Alors moi, depuis plusieurs années, j'utilise donc la DIN 1988-300, qui est un document technique que beaucoup de bureaux d'études en Belgique utilisent aujourd'hui. Donc voilà, moi je me réfère vraiment à ça pour le calcul du réseau. Dernière question, quel conseil donneriez-vous à un prescripteur qui démarre avec de la chasse sans réservoir? Donc, il n'y a vraiment aucune crainte à se lancer là-dedans. Finalement, ce n'est que quelques paramètres à adapter et ensuite, notamment par rapport au débit brut, à la pression dynamique minimum à avoir. Et puis pour le reste, c'est un calcul identique comme ils ont l'habitude de faire pour dimensionner un réseau d'eau sanitaire. Merci beaucoup Thomas d'avoir discuté avec nous. Votre expérience parle pour vous. Merci Raphaël. Avant de passer aux questions de nos spectateurs, Guillaume, j'aimerais savoir si vous avez quelques conseils supplémentaires à donner sur les éventuels pièges à éviter. Vu les milliers de chantiers réalisés avec les chasses sans réservoir de l'Aby, vous avez peut-être quelques tuyaux à nous donner? Alors oui, une discussion que j'ai régulièrement avec les bureaux d'études avec lesquels j'échange, c'est la question de la perte de charge dans les raccords. Le diamètre 20 mm que nous préconisons, c'est bien sûr le diamètre intérieur. Dans vos conceptions de réseau, il faut être particulièrement vigilant que les raccords ou tout autre point du réseau ne soient pas en dessous de 20 mm pour éviter la perte de charge. Effectivement, c'est intéressant ce point de vigilance. Autre chose à ajouter? J'aimerais revenir sur la question de l'installation de la chasse sans réservoir dans des projets de rénovation. Comme nous en a parlé Thomas Bottmann, il est finalement impossible pour de l'Aby de dire de manière certaine que sur tel ou tel chantier, les paramètres seront réunis. En revanche, le fruit de notre expérience, c'est le suivant. Chaque jour, nos équipes,
au Benelux, équipent des projets de rénovation de bâtiments dans lesquels on passe de la chasse avec réservoir à la chasse sans réservoir. C'est la meilleure démonstration que le système fonctionne parfaitement. Aujourd'hui, dans les rares cas où on observe des problèmes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'une chasse ne fonctionne pas convenablement, c'est qu'il y a une erreur dans l'installation ou un mauvais suivi des préconisations de la DIN. Des restrictions excessives, par exemple dans le réseau ou un mauvais diamètre de raccordement, peuvent mener à ces problèmes. Or, tout notre objectif aujourd'hui, c'est de bien expliquer la DIN et nos préconisations pour qu'ensuite les installations soient bien faites. Nous arrivons au moment de la conclusion. Guillaume, est-ce que vous pouvez résumer les principales informations techniques à retenir ? Alors oui, pour réaliser une bonne installation, il y a 3 points à retenir. Premièrement, il faut alimenter les chasses avec un débit de 1 litre par seconde. Deuxièmement, la pression dynamique doit être d'1 bar minimum pour assurer le bon fonctionnement des chasses. Et 3, dans la méthode de calcul, on peut additionner toutes les robinetteries ensemble. Merci pour cette synthèse efficace. Plus largement, est-ce que vous aimeriez conclure sur la chasse sans réservoir ? Oui, au-delà des considérations techniques qui étaient notre sujet aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment, c'est que les prescripteurs et les installateurs qui nous ont écoutés repartent avec une image plus réaliste de ce qu'est ce système. Finalement, le système sans réservoir est certes différent des chasses qui peuvent avoir l'habitude d'installer avec un réservoir, mais il est plus simple techniquement. La chasse avec réservoir est une redoutable source de fuite d'eau dans les bâtiments. Vu les préoccupations qu'on a quotidiennement aujourd'hui avec les sécheresses et la rareté de l'eau potable qui ne va pas s'arranger, on ne peut plus, absolument plus, continuer de reporter la solution aux fuites dans les chasses d'eau. Quand on y pense, réfléchissons, retournons dans le passé. Dans le passé, il y avait des fuites sur les robinets de lavabo, d'évier. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare, on ne le voit quasiment plus. Mais sur les chasses d'eau, étonnamment, on accepte encore quotidiennement d'avoir des fuites. Tout le monde a des fuites, tout le monde sait qu'il y a des fuites. On pense chez Delaby que c'est le signe qu'il faut passer à une solution plus fiable. La solution de la chasse sans réservoir, c'est cette solution. On l'a dit et on le redit, cette chasse permet d'éviter les fuites et d'économiser jusqu'à 90% d'eau. En termes de coût, la chasse sans réservoir, elle est rentable puisqu'elle génère des économies importantes et on sait pertinemment qu'une fois cette chasse installée, la facture d'eau baisse fortement. Le temps de maintenance est aussi réduit au minimum et il n'y a plus besoin de changer des pièces régulièrement. En fait, quand on met tout bout à bout, moins de maintenance, moins d'eau utilisée, on sait pertinemment que ce système est rentabilisé en quelques mois, là où la chasse avec réservoir, elle, plus elle reste installée longtemps, plus elle gaspille, plus elle génère de la maintenance et donc plus elle coûte de l'argent. La deuxième conclusion que je voulais donc vous proposer, c'est donc que la chasse sans réservoir, c'est la meilleure solution technique à tout point de vue pour les lieux publics. Elle n'est pas compliquée à mettre en œuvre et elle assure une gestion raisonnée de l'eau potable et du budget des bâtiments. Encore merci Guillaume pour toutes ces précisions. Merci à tous les participants pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez porté à cette thématique. À très bientôt pour un prochain webinaire de Delaby.